d'abord, je suis très content d'accueillir Mathieu. Je n'ai pas encore trop insisté sur cette question-là, sur ce sujet-là. Mais cette année, cette conférence se réalise dans le cadre de l'interprofessionnalité, qui est un mot qu'on emploie souvent, mais dont on ne voit pas toujours la concrétisation. Et là, dans la Maison des avocats, nous accueillons aussi les notaires, les assureurs, les experts comptables. Tout à l'heure, nous avons un banquier qui arrive. C'est assez important sur ces sujets-là, à la fois de travailler ensemble, de les mettre en perspective ensemble. Donc, je remercie beaucoup Enov de sa participation à l'organisation de cette conférence. Et pour représenter la profession notariale, Mathieu Fontaine, aujourd'hui, qui est notaire à Saint-Paul-les-Trois-Châteaux et président du Conseil régional des notaires de la Cour d'appel de Grenoble. Mathieu est aussi un auteur, il écrit des articles. Il a écrit un article très intéressant dans Expertise l'année dernière, qui est en ligne, que vous pouvez vous procurer. Et il a beaucoup de choses à dire sur la patrimonialisation vue sur la question des successions. Et c'est à ce sujet-là que je lui passe la parole. Merci Nicolas. Merci beaucoup d'ailleurs. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à l'AFDIT, à André également. Je ne sais pas s'il est par là. Pour cette invitation, donc c'est vrai que Adenov, qui est notre délégué à la protection des données, on a un délégué à la protection des données mutualisé dans la profession, m'avait sollicité pour faire cette intervention que j'ai acceptée avec plaisir. Parce que je connais la qualité de vos travaux et de vos conférences sur ces thématiques. Accepté avec plaisir également parce que cette journée, elle est merveilleusement bien organisée. Elle est très moderne, cette journée. Tu viens de le rappeler à l'instant. Vous avez l'intelligence de faire cette conférence dans le cadre d'une interprofessionnalité, qui est un mot qui n'est pas simple à dire déjà, et qui nous permet à tous d'échanger nos points de vue et d'échanger sur ces thématiques. Alors moi j'ai envie de dire nouvelles, parce que quand on a les mains dans le cambouis, et c'est ce dont je viens vous parler aujourd'hui, là je vais vous parler de choses très concrètes. Moi, hein, le sujet qui m'a été confié, la transmission de la donnée, la transmission de la donnée, elle impose de parler du quotidien, parce que si je m'interroge avec vous aujourd'hui sur des successions, c'est parce que, au préalable, je pars du principe qu'on a quelque chose à transmettre. La succession, c'est une transmission. Donc c'est très moderne d'évoquer ensemble ces sujets, parce que ces sujets-là, il y a 20 ans en arrière, mais même pas, il y a 5 ans en arrière, on ne serait pas posé ces questions. Alors aujourd'hui, j'interviens en ma qualité de notaire, évidemment. J'interviens aussi, je l'espère, en toute légitimité, parce que j'ai eu l'honneur en 2017 d'être président de la 3e commission du Congrès des notaires de France, lequel Congrès des notaires de France en 2017 était axé sur les mutations de la société. Et parmi ces mutations de la société, la thématique qui m'avait été confiée, c'était le droit et le numérique. Alors intitulé Droit et numérique, un équilibre nécessaire, ça c'est ces formules attractives qu'on essaie de trouver quand on présente des travaux. Mais dans le cadre de ce travail intellectuel, on a édité un ouvrage que vous pouvez trouver d'ailleurs sans difficulté. Et donc cette partie sur le droit et numérique, elle avait pour but à la fois d'avoir une réflexion générale sur la notion de données, telle qu'il l'a fait depuis ce matin. D'ailleurs, ça va abréger un petit peu mon propos. C'est pour ça que mon propos introductif, vous avez vu, je me donne du temps, parce que je ne vais pas revenir sur les discussions universitaires qui étaient passionnantes ce matin. J'ai adoré entendre ce que les universitaires avaient à nous dire. Et dans ce travail, on s'est interrogé aussi, un petit peu par anticipation, parce qu'on a rédigé ce travail en 2015. Et donc vous voyez un petit peu la difficulté de s'interroger sur la donnée en 2015, en devant rendre ce travail écrit au plus tard, le 30 novembre 2016. On a eu quelques textes importants dans l'intervalle. Donc il a fallu être dans l'anticipation et il a fallu être dans la projection. Et c'est cette projection que je vais faire avec vous aussi, là tout de suite, parce que s'interroger sur la donnée, c'est surtout aujourd'hui... Alors Nicolas m'a dit, attention, on ne me parle pas de données personnelles. Hein. Ben non, promis. Non, mais oui, un petit peu quand même. Parce que, vous savez quand je prends des gants, pourquoi oui, un petit peu? Parce que s'interroger sur la transmission de la donnée, c'est d'abord se dire,
Ben, c'est quoi la donnée? Mais ça, depuis ce matin, on n'arrête pas de vous le dire. Alors, je ne vais pas revenir là-dessus, forcément. Je vais revenir un petit peu. Mais c'est quoi la donnée? Surtout, est-ce que dans notre patrimoine, dans nos patrimoines, est-ce qu'il n'y a que des données personnelles? Puisque très justement, nos universitaires nous l'ont dit ce matin, la seule définition que nous avons de la donnée, c'est la définition de la donnée personnelle, qui est dans le règlement général de protection des données, mais qui était déjà dans la loi informatique et liberté. L'article 1 de la loi informatique et liberté donnait une définition déjà de la donnée personnelle. On n'a pas attendu le RGPD pour ça. D'ailleurs, sommes-nous peut-être précurseurs de ces questions-là? J'ose le croire. En tout cas, je le crois, ça c'est sûr. Mais et ben d'ailleurs, si vous avez la curiosité d'aller lire la 3e commission du 113e Congrès des notaires de France, on a fait un travail qui n'existait pas. C'est pour ça qu'on l'a fait. On s'en est aperçu en travaillant sur le sujet. On a fait un historique du droit numérique. Un historique du droit numérique, mais pas que du droit numérique à proprement parler, un historique du numérique, en réalité. En repartant de moins 5000 avant Jésus-Christ, puisque finalement le numérique est né de là, comme le droit est né de la philosophie, ben, le numérique semble être né aussi de la philosophie chinoise notamment. Et donc on a fait toute cette historique pour arriver à la période moderne et arriver à nos réflexions actuelles sur tous ces concepts-là. Alors je vais essayer, parce que vous allez voir, j'ai beaucoup d'idées sur le numérique. Par contre, je suis très mauvais manipulateur du numérique, donc je vais essayer de passer mes slides, et ben si, voilà. Alors j'ai un peu honte parce que vos PowerPoint étaient extraordinaires à tous, avec plein d'humour et autres. Alors moi, c'est très notarial. Hein. Alors, c'est pas drôle du tout. Hein. Avec des listes à l'après-vert, comme on aime faire. Bon, pas bref. Alors, la première question, c'est ce que je vous disais, il faut qu'on s'interroge sur la composition de ce patrimoine numérique. Alors là, déjà, il y a 90% de juristes. Déjà, je dis un gros mot. Patrimoine numérique. Mais c'est quoi ce patrimoine numérique? Aubry-Hérault doivent se retourner. Enfin bref. Ben oui, parce qu'on a tous appris, grâce à Aubry-Hérault, que notre patrimoine était unique. Enfin, parler d'un patrimoine numérique sous-entendrait qu'on a un patrimoine à côté de ce patrimoine unique. Mais c'est absurde. Ben oui, c'est absurde. Oui, on est d'accord. Mais par contre, pour qu'on se comprenne, c'est quand même plus simple de parler d'un patrimoine numérique. Parce que là, on va se focaliser sur ces choses-là, sur ces aspects-là. On va se focaliser là-dessus. Parce que ce patrimoine, il est un petit peu particulier quand même. Et puis tiens, pour en revenir à Aubry-Hérault, est-ce qu'on est bien sûr aujourd'hui qu'on a toujours la théorie de l'unicité du patrimoine? Je ne suis pas sûr, en fait. Après, on a l'EIRL aujourd'hui, on a les principes de fiducie. Alors, pourquoi pas avoir un patrimoine numérique autonome? Et dans les réflexions, vous allez voir, peut-être qu'on va se dire à la fin, oui, parce que mes successions qu'on va régler, là, je vais vous donner du concret. Je vais vous donner du concret parce que je suis identifié comme quelqu'un qui s'y connaît en notariat dans les questions numériques. Donc j'ai des clients de toute la France qui viennent m'interroger quand ils ont des problèmes numériques dans le cadre d'une transmission. Et du coup, je me pose souvent la question, on va se la reposer dans le développement, de la possibilité éventuellement d'une forme de succession anomale avec les transmissions de ce patrimoine d'un autre genre, patrimoine numérique. Mais on va en reparler tout à l'heure. Alors ce patrimoine numérique, pour se focaliser sur cet aspect-là, on part du principe qu'évidemment, il est composé de données. Sinon, je ne serais pas là, évidemment. Composé de données, donc, de fait, c'est un patrimoine immatériel. Alors de là en revenir à nos discussions de ce matin sur l'universalité de fait, moi j'aime bien la théorie du bail à cheptel, j'aime bien la théorie du mouton. Alors non pas parce que j'aime bien être un mouton, non. On n'aime pas être des moutons. Mais par contre, la théorie du bail à cheptel, je la trouve vachement intéressante parce que pour une fois, on sort de la facilité de se dire tu vois, je sais pas ce que c'est un patrimoine de fait. Bah oui, c'est facile. Alors dès qu'on ne sait pas, c'est une universalité de fait. Oui, mais là au moins, on a un début de qualification avec le bail à cheptel. On est en train de se poser les bonnes questions. Donc je trouve que c'est vachement intéressant. D'ailleurs, dans les conclusions de nos travaux en 2017 et dans les rapports qu'on a remis au gouvernement, au ministre du numérique, on leur disait, mais s'il vous plaît, aidez-nous sur la qualification des données. Aidez-nous parce que nous, les praticiens, ceux qui recevons les questions de nos clients au quotidien, pas au quotidien, je vous rassure, il y en a qui dorment sans se poser ces questions, mais on en a beaucoup des questions. On est un peu désœuvré pour apporter les réponses, parce que ce patrimoine, de fait, il est immatériel. Donc, puisqu'il est immatériel, il va falloir qu'on arrive à le qualifier. Sauf que là, on parle du patrimoine qui a une valeur, le patrimoine qui a une valeur durable d'ailleurs, parce que si on se pose ces questions, c'est pas pour les données personnelles, et là je rassure Nicolas, on se pose ces questions pour les éléments dont on peut envisager éventuellement une transmission. Sauf qu'on l'a dit tout à l'heure, la seule définition que nous avons, c'est la définition des données personnelles.
Alors on est un peu embêté. Alors du coup, on se dit, ces données à valeur patrimoniale, parce qu'il faut mettre des mots sur ces choses-là, il va falloir essayer de les définir. Les définir comment? Est-ce que ce patrimoine, il est finalement seulement attaché à la notion de données? Alors, oui, on se dit, oui, pourquoi? Parce qu'on va exclure de fait le matériel. Parce que moi, le matériel, il ne me pose pas de problème. Que vous ayez un album photo avec des photos Kodak, ou vous ayez une carte SD avec toutes vos photos, moi, le matériel, il ne me pose pas de problème. C'est le support qui change. Mais le matériel en lui-même, il ne pose pas de difficulté. Donc c'est bien de la donnée, ce patrimoine, qu'il va falloir que je transmette. Et à ce moment-là, l'autre question qu'on peut se poser, c'est savoir si ce patrimoine, il est attaché ou il est détaché de la personne. Alors pour se poser la question de savoir s'il est attaché ou détaché de la personne, il faut aussi revenir à plusieurs définitions. Alors je vais vous faire grâce de plein de définitions qui ont été données depuis ce matin, qui sont tout à fait opportunes. Mais si on se détache aussi de la définition juridique du patrimoine et qu'on part sur des définitions plutôt sociologiques, alors regardons le dictionnaire Larousse. Oui, pourquoi pas. Le dictionnaire Larousse, il nous dit que le patrimoine, c'est un bien qu'on tient par héritage de ses ascendants, ce qui est considéré comme un bien propre. Oui, c'est Larousse, hein. On oublie nos connaissances de droit. Le bien propre, ce n'est pas la même chose pour Larousse. Ce qui est considéré comme un bien propre, une richesse, ce qui est considéré comme l'héritage commun d'un groupe, le patrimoine culturel d'un pays. Bon, ça ne nous aide pas bien, ça. L'UNESCO aussi, il nous définit le patrimoine comme notre héritage du passé, ce avec quoi nous vivons aujourd'hui et ce que nous transmettons aux générations futures. Alors, ça ne nous aide pas bien, mais quand même, on perçoit que dans cette notion de patrimoine, il y a une notion de transmission en elle-même. Et d'ailleurs, ces définitions sociologiques, c'est ce qu'elles nous expriment. Elles nous expriment que pour qu'il y ait patrimoine, il faut pouvoir appréhender un mécanisme de transmission. Vous voyez, je pars de loin pour vous amener là où je veux arriver. Et c'est ça qui est intéressant. Alors c'est ça qui est intéressant parce que du coup, on se rend compte que ce patrimoine, il doit être attaché à une personne. Parce que s'il n'est pas attaché à une personne, je ne peux pas, moi, le notaire, envisager sa transmission. Ou alors ça n'a pas de sens. Après, c'est plus mon métier à moi. Donc, si on arrive à l'attacher à une personne, on va tenter de le définir, ce patrimoine. On va se dire qu'il peut être composé, du coup, de plusieurs éléments. Les données numériques de la personne, les documents numériques de la personne, les données numériques existantes sur la personne, les droits personnels attachés à ces données, ça, je n'ai pas le droit d'en parler, et les droits reconnus à la personne sur son patrimoine numérique. Alors, si on regarde cette énumération, on peut essayer du coup d'affirmer que le patrimoine numérique il peut être constitué par l'ensemble des données numériques attachées à une personne physique ou morale, d'ailleurs, on en a parlé toute l'après-midi, incluant les droits, les actions, et qu'il est nécessaire de protéger en raison de leur valeur durable. Alors ça, c'est ma définition. Hein. Mais cette définition, elle m'arrange bien, moi, quand je dois traiter de cette question-là. Et comme je vous disais tout à l'heure, je vais vous proposer plusieurs cas pratiques après de choses qui me sont arrivées à l'étude. Alors des cas pratiques sans forcément de réponse. Malheureusement, je ne les ai pas toujours. Et puis des fois, on en a des réponses. On verra ça à la fin de mon propos. Et on peut préciser aussi que du coup, ce patrimoine numérique, il peut être transmissible à cause de mort dans les conditions de droit commun. Ça, c'est mon point de vue. Et selon les règles édictées par la loi. Alors dans les conditions de droit commun, c'est important. Parce que on peut rentrer en confrontation sur l'analyse de la donnée avec, justement, les problématiques des données personnelles. Parce que mon vrai souci à moi, ça va être justement de distinguer la donnée personnelle de la donnée patrimoniale. Merci Nicolas. J'ai besoin, du coup, du fait de cette définition du patrimoine numérique, j'ai besoin de pouvoir qualifier mes données, moi. Parce que si je ne peux pas les qualifier, je suis obligé de traiter ces données telles que le règlement général de protection des données les traite, ou telles que la loi Le Maire du 8 octobre 2016 les traite aussi. Et ce traitement-là, il m'impose de régler cette problématique de transmission plutôt comme une succession anomale. Parce que les règles qui sont définies pour les données personnelles, ce ne sont pas les règles de droit commun du droit des successions. Et là, je suis un peu embêté, et
on en parlera tout à l'heure pour plusieurs exemples. Plusieurs exemples d'ailleurs qui sont appuyés par la jurisprudence. Vous avez vu cette faculté que j'ai à mettre un suspense dans mes propos, hein? Tout le monde se dit, mais quand est-ce qu'il va nous en parler? Mais moi-même, je ne le sais pas, parce que je passe mes feuilles. Alors, on a ensuite problème d'identification donc, de ces données personnelles, de ces données à valeur patrimoniale, pour envisager leur transmission. C'est ce que je viens de vous dire. Mais si on peut se dire, mais bah oui, il est gentil, Mathieu, mais c'est pas si difficile, en fait. Pourquoi il ne sait pas faire? Pourquoi je ne sais pas faire? Parce que, par exemple, on en a parlé tout à l'heure, le Bitcoin. Le Bitcoin, bon, dire oui, on voit pas où est le problème du Bitcoin. On voit pas où est le problème. Le souci du Bitcoin, c'est que le détenteur des Bitcoins, c'est qui? C'est le détenteur de la clé cryptographique. La clé cryptographique, c'est quoi? Alors, c'est là où il peut y avoir un débat. Mais est-ce que c'est un identifiant comme un identifiant d'un compte bancaire? Par analogie, on aurait tendance à dire ça. Moi, je dirais, oui, la clé cryptographique, finalement, elle me donne accès au compte de Bitcoin. Donc, c'est comme quand j'ai accès à mon compte bancaire sur la caisse d'épargne, Crédit Agricole, Société Marseillaise de Crédit, et que je vais faire un virement à quelqu'un d'autre, puisque j'y ai accès avec des identifiants. C'est pareil. Et là, on a 5 arrêts de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 18 janvier 2017 qui nous expliquent que tous les identifiants à un compte bancaire, ce sont des données personnelles et elles doivent être traitées comme des données personnelles. Alors si du coup ma clé cryptographique de mon compte de Bitcoin, c'est une donnée personnelle, qu'est-ce que je fais avec mes Bitcoins? Est-ce que je dois traiter mon compte de Bitcoin du coup comme une donnée personnelle? Alors, après, c'est plus le problème du notaire. Ou est-ce que je dois le traiter différemment? Alors, moi je me pose des questions, mais je suis le seul. Hein. L'administration fiscale, elle ne s'en pose pas. Hein. L'administration fiscale, très tôt, hein, le 11 juillet 2014, ils ont intégré dans le BOFIP un paragraphe sur les bitcoins. Donc là où nous, les juristes, on s'interroge, ou les personnes qui sont dans la technologie se posent plein de questions, l'administration fiscale, non. Hein. Pour eux, ils ont traité les plus-values de cession de bitcoin déjà, c'est fiscalisé, c'est prévu dans le BOFIP. Et ils ont même prévu les transmissions à titre gratuit d'unités de compte virtuelles stockées sur un support électronique, on y est, sont également, en vertu des dispositions du Code général des impôts, soumises aux droits de mutation à titre gratuit, sous réserve de l'application de conventions internationales. Eux, ils ne se posent pas de questions. Voilà. Ils ne se posent pas de questions, ils ont traité le truc. Tu as des bitcoins, on ne sait pas si c'est une donnée personnelle, une donnée à valeur patrimoniale. En tout cas, ça supporte l'impôt. C'est comme ça. On en reparlera tout à l'heure, comme ça je vous redonnerai mon point de vue là-dessus. Alors, on a un autre problème là, parce que l'administration fiscale, on comprend leur point de vue. Mais le souci, ça va être de valoriser ces données patrimoniales. Et même un bitcoin, parce qu'on a des cours, alors on a plusieurs cours d'ailleurs, hein, c'est pas toujours le même cours, mais moi je suis incapable de valoriser un bitcoin. Et même si je me repositionne au jour du décès de la personne, comme je vous disais, c'est pas simple de déterminer la valorisation. En tout cas, ça demande des connaissances et des compétences techniques qui sont au-delà d'un seul chiffre qu'on retrouve sur Internet, parce que c'est un peu plus compliqué que ça quand même. Moi j'ai des difficultés à le faire. Là où l'administration me dit non, vous prenez le cours officiel. Oui, mais il n'y a pas de cours officiel, c'est pas une monnaie officielle. Oui, mais c'est pas grave. La réponse de l'administration, c'est ça. Vous prenez le cours officiel au jour du décès. Oui, mais alors le jour du décès, c'est aussi à l'heure du décès, parce que le bitcoin, d'une minute à l'autre, il change de valeur, en fait. Alors là, la réponse officielle, c'est bon, écoutez, c'est bon, quoi. Ah oui. D'accord. Alors, du coup, je sais pas. Et puis je sais pas, parce que quand on se pose vraiment la question de cette valorisation du Bitcoin, comme je vous disais, c'est technique, c'est complexe. C'est pas un simple chiffre qu'on vous donne à un instant T en réalité. C'est quelque chose de beaucoup plus compliqué que ça. Alors, même moi qui suis un petit peu familier des techs, moi j'ai toujours pas compris comment ça se valorise. Et j'ai toujours pas compris, même si la valeur que je retiens pour ça, elle est exacte. J'en suis pas sûr en réalité. Et puis il faut aussi déterminer les héritiers de ces données. C'est ce que je vous ai tout à l'heure avec ma problématique de ma succession anomale. Elle est là. C'est de me dire, selon la qualification que je vais donner à cet élément d'actif dont j'envisage la transmission, est-ce que mes héritiers sont identifiés? Est-ce que je peux, moi, utiliser les règles de dévolution du Code civil pour transmettre ces actifs-là? Si j'écoute le raisonnement de la Cour de cassation et que par analogie, je me dis, non, la clé cryptographique, c'est un identifiant à un compte bancaire, bancaire ou financier, tel que le dit la Cour de cassation, à ce moment-là, non, je ne peux pas suivre les règles de dévolution normale, puisque c'est
une donnée personnelle, il va falloir que je le traite comme telle. Et si en plus, moi, j'ai un défunt qui a laissé des directives générales par testament, parce que ça on va en parler tout à l'heure, on en a qui le font, hein, qui nous laissent des directives générales sur leur compte de réseaux sociaux, sur leurs données personnelles par testament, et qui me dit, bah, moi, à mon décès, on supprime. Ah bah, j'espère qu'il n'y en a pas beaucoup des bitcoins. Hein. Alors, une autre question se pose pour nous, les praticiens de ces actifs numériques, elles sont liées à la mort numérique. Parce qu'évidemment, qui dit transmission, dit mort. On est d'accord. On ne va pas traiter quelque chose à cause de mort si la personne n'est pas morte. Il y en a peut-être qui le font, mais ils ont des problèmes en général. Donc il faut s'interroger sur la mort numérique. Et à ce moment-là, est-ce qu'on fait une analogie du coup avec les règles sur les données personnelles? Vous savez que pendant très longtemps, il n'y a pas eu de concomitance entre la mort physique et la mort numérique. La loi Le Maire est venue nous apporter une espèce de règle de concomitance, mais jusqu'au 8 octobre 2016, on n'avait pas ces concomitances. Sauf que pour les actifs à valeur patrimoniale, la règle inévitablement doit être différente. Là, on doit traiter le patrimoine numérique qui a une valeur patrimoniale, une valeur durable. On doit le traiter de la même manière que tout actif du patrimoine. Donc, inévitablement, on doit considérer que la mort physique entraîne cette mort numérique sur ces actifs-là. Et donc, considérer que la transmission de ces actifs sera, à cet instant T, qui est la mort physique. Mais alors après, on peut se poser une autre question, c'est est-ce que cette mort physique est seule à provoquer la transmission des données? Alors je me pose cette question depuis peu de temps, parce que j'ai quelqu'un qui a créé une start-up justement sur la transmission des données à cause de mort, mais aussi dans toutes les autres causes, en me disant, ben ouais, mais attends, toi, ton analyse à toi, elle est bien, mais la mort numérique d'un salarié, elle arrive quand il démissionne de l'entreprise. La transmission de ces données, elle se fait peut-être à ce moment-là. S'il y a des éléments dans ces données qui sont des données patrimoniales, est-ce que sa mort numérique à lui, c'est pas sa mort professionnelle? Ah, ben ça, c'est une vraie question aussi. Est-ce qu'effectivement, le salarié qui quitte l'entreprise, il a un droit sur ces données à valeur patrimoniale dans l'entreprise? Alors après, c'est un mélange de plusieurs typologies de droits, mais c'est une vraie question. Et puis, ben, on a une autre question du coup qui nous vient à l'esprit, c'est que si on fait l'analogie à chaque fois avec le patrimoine, c'est de se dire, est-ce que dans le droit des successions, on a une problématique des successions en déshérence, succession où on n'a pas d'héritier. Ces successions en déshérence, quand on n'a pas d'héritier jusqu'au 6e degré, elles reviennent à l'État. Est-ce que les successions du patrimoine numérique suivraient les mêmes règles? Est-ce qu'une succession en déshérence qui comprendrait des actifs numériques, est-ce qu'il faudrait transmettre ces actifs numériques à l'État? Ben, c'est pareil, aujourd'hui on n'a pas de réponse. De même que de savoir si la mort physique entraînant la mort numérique, est-ce qu'elle entraîne aussi la fin de l'identité numérique? Alors, je ne vais pas y revenir parce que on en a parlé déjà depuis ce matin, je ne vais pas vous refaire ce lien et ces analogies avec la loi Le Maire. Nos universitaires l'ont tellement brillamment fait qu'en plus, je ne me sentirais pas à l'aise de le faire. Mais effectivement, on peut trouver des bribes de réponses dans le règlement général de protection des données, dans la loi Le Maire, en raisonnant par analogie, évidemment, mais on a commencé un petit peu à en parler depuis tout à l'heure. Et puis, comme je vous le disais, la vraie question, selon la qualification qu'on y donne, c'est de s'interroger sur cette dévolution normale ou cette dévolution anomale de la transmission de ce patrimoine. Puisqu'on déroge en majeure partie aux règles classiques de transmission du patrimoine et aux règles classiques de composition de ce patrimoine. Alors du coup, on va passer tout de suite aux illustrations. Ces illustrations qui sont issues de cas réels que j'ai vécu moi à l'étude. Alors ce n'est pas la majorité des notaires, je vous rassure, hein, comme je vous disais tout à l'heure, c'est parce que je suis identifié comme quelqu'un qui a des fois des réponses. Alors du coup, je suis beaucoup sollicité sur ces sujets. Mais quand je vous dis beaucoup, c'est une vraie inquiétude hein, des citoyens français. Alors vous connaissez le fonctionnement du notariat. Au notariat, on est officier public. On a parmi nos prérogatives qui sont la contrepartie à la fois du statut d'officier public que nous offre l'État et du monopole sur les transactions immobilières, on a une mission de service public d'accès aux droits gratuits aux citoyens. Alors les avocats, vous avez ces obligations liées à l'aide juridictionnelle. Ben, nous, on nous impose cet accès aux droits gratuits, alors qui est plutôt plus ou moins opportun de temps en temps, hein, parce qu'on ne peut pas être bon sur tous les sujets. Mais en tout cas, on a cette obligation
l'occasion de faire ce conseil gratuit. Donc du coup, on est beaucoup sollicité par les particuliers et par les particuliers qui n'osent pas aller chercher d'autres conseils plus spécialisés. Et donc on est beaucoup sollicité sur ces questions numériques. Plein de typologies de questions, hein, vous allez voir. Alors, première illustration, ça c'est du concret, parce que des fois on vient nous demander notre avis si c'est mieux d'être chez Free ou chez Orange. Hein, c'est vrai, hein, la vraie vie ça. Donc là, bon, on n'a pas beaucoup d'avis, hein, mais bon, on nous sollicite pour ça. Par contre, vous voyez, là j'ai très souvent cette question. Où c'est pour nous des transmissions aisée du patrimoine numérique, parce qu'elle ne nous pose pas vraiment de problème. Celle-ci, en tout cas, les réponses qu'on apporte ne nous posent pas de problème. On a certains éléments du patrimoine numérique des individus qui ne posent pas de difficulté. Donc c'est le cas des contenus numériques possédés par le défunt. Les contenus numériques, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est les photographies numériques, les livres numériques téléchargés, les œuvres numériques, etc. Alors les œuvres numériques, ça c'est un truc que j'ai découvert il y a peu de temps aussi, j'ignorais complètement cette chose-là. En plus, je ne suis toujours pas certain que ça existe en réalité, mais j'ai quelqu'un qui m'a dit qu'il avait une photo numérique d'un artiste qui ne travaillait que sur du numérique, qui ne les imprimait jamais, et qui avait quelque chose pour crypter la photo, pour qu'il soit sûr que le prix qu'il avait mis dans cette photo était un vrai prix, qu'on ne pouvait pas piquer la photo et la reproduire. J'ignorais qu'on pouvait faire ça. Voilà, bon. Alors c'est pour ça que je voulais noter, c'est pour l'anecdote. Là, pour ces éléments-là, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, il n'y a pas de débat là-dessus, il n'y a pas de sujet. C'est marrant de dire il n'y a pas de débat alors que j'en parle depuis une demi-heure. Il n'y a pas de débat parce que, quel que soit le support, de toute façon, la transmission est identique. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, que ce soit l'album de famille qu'on feuilletait avec mamie dans le salon, ou que ce soit sur un cadre numérique des photos qui défilent, s'il faut transmettre ces souvenirs de famille, qu'ils soient sous forme de données ou qu'ils soient sous forme concrète, pour nous, le traitement est le même. De toute façon, ça n'a pas de valeur autre que la valeur émotionnelle. Nous, dans nos déclarations de succession, dans nos actes translatifs de propriété de ces éléments-là, on les met toujours pour mémoire. Donc on les met simplement pour dire, oui, ils y sont, mais ça n'a pas de valeur. Donc ces éléments-là, ma foi, alors c'est pour ça que je me posais la question de cette œuvre numérique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que la personne était très fière de son truc. Là. Alors j'ai essayé de chercher partout, j'ai fait appel à un ami, j'ai fait tous ces trucs-là. Bon, j'ai pas réussi à acquérir la certitude que ce qui m'avait montré comme une œuvre artistique exclusivement numérique était bien ça, et que c'était pas plutôt une escroquerie numérique qu'il avait subie. Je pense que c'est plutôt ça, parce que vu la médiocrité de la photo en plus. Mais bon, après, je ne suis pas très bon pour juger l'art. Hein. Deuxième illustration, ce sont des transmissions dites complexes. Cette transmission complexe, on en a parlé tout à l'heure, hein, c'est le défunt. Ça m'est arrivé. Hein, je vais vous raconter cette anecdote parce que quand je vais dire elle est drôle, non, c'est pas drôle, vous allez voir. Mais le défunt, déjà dès qu'on parle de défunt, c'est pas drôle, par principe. Le défunt qui a laissé 2 héritiers réservataires, ça c'était des gens qui étaient du côté de Nantes. Alors, vous voyez quand même, ils ont fait tout le trajet jusqu'à Saint-Paul-Trois-Châteaux dans le sud de la Drôme pour me poser des questions. Alors je pense qu'ils avaient beaucoup d'espoir de trouver des réponses. Et là, malheureusement, vous allez voir, je n'ai pas donné beaucoup. Alors, il a laissé 2 héritiers réservataires et qui m'ont indiqué avec certitude que leur père était détenteur de Bitcoin. Alors, pourquoi certitude? Parce que quand le père les a achetés en 2009, il les a achetés lors des fêtes de fin d'année. Donc, ils étaient tous réunis et en fait, ils l'ont fait ensemble. Ils ont fait cette acquisition de Bitcoin ensemble. C'est ce que je dis, les 2 enfants étaient présents lors de la souscription. Et ils ont un souvenir précis du coût de Bitcoin qui était à l'époque totalement dérisoire. Alors je ne vais pas vérifier d'ailleurs, mais c'est ce qu'ils m'ont dit, mais je pense que c'était ça, parce qu'on était au tout début du Bitcoin, où il était à 0,001 $. Et que leur père en avait souscrit pour 150 $, en disant tiens, regardez, on va s'amuser, voilà, j'en prends pour 150 $. Et leur père est décédé le 25 mai 2017, jour de la Sainte-Sophie, et ce jour-là, le Bitcoin était à 2760 $. Alors non pas parce que c'était la Sainte-Sophie, mais parce que sur la valorisation qu'on trouvait sur Internet, on était sur ces montants-là. Alors eux, ils sont arrivés conquérants, en disant, c'est allé voir un notaire de Nantes que je connais bien, et qui leur a dit, mais allez voir Mathieu, il vous répondra sans problème. Et je leur ai dit, super, là, pactole, vous allez pouvoir acheter plein d'armes sur le Darknet, c'est génial. Je leur ai dit, mais est-ce que vous avez la clé cryptographique ? Et il m'a dit, ah ben non, mais par contre, on est sûr qu'il les a, on est sûr même que c'était le 26 décembre qu'il les a achetés.
Ben, je dis oui, mais je dis moi, sans la clé, en fait, il n'y a pas de Bitcoin. Je dis, il n'en a pas de Bitcoin, votre père. Il me dit, mais si, il en a acheté pour... Ben, je dis oui, mais sans la clé cryptographique, en fait, il n'y a pas de Bitcoin. Alors, ils ont mis un quart d'heure, parce que vous savez, l'apprentissage, c'est l'art de la répétition. L'apprentissage, c'est l'art de la répétition. L'apprentissage, c'est l'art... Et donc, je leur ai répété 100 fois. Je dis, non, mais non, votre père, il n'a pas de Bitcoin. Sans clé cryptographique, il n'y a pas de Bitcoin. Et au bout d'un quart d'heure, ils ont compris que je ne me moquais pas d'eux, en fait. Ils avaient compris qu'en fait, non, ouais, ils ne savaient pas du tout où c'était ce truc-là. Alors, ils m'ont dit, bah, bougez pas. Alors, je dis, bah, moi, je ne bouge pas, ça se voit. Je dis, bougez pas, on revient. Alors, ils habitent à Nantes. Hein. Donc, je dis, bah, allez-y. Et donc, ils ont dépouillé la carcasse de l'ordinateur, hein, parce qu'ils me tenaient au courant. Il y avait tels enjeux pour eux. Et ben, ils n'ont rien trouvé. Voilà. Ils ont été incapables de mettre la main sur ce sésame qui leur aurait potentiellement permis de récupérer quelque chose. Ah, pardon Nicolas, t'as vu, je suis très bavard, je suis désolé. Et donc malheureusement, voilà, la finalité de cette histoire-là, c'est de dire, ben oui, il y en a, mais je leur ai dit, alors il y en a, mais on va pas trop en parler quand même. Parce que je vous rappelle que le BOFIP, il nous dit que si vous êtes sûr qu'il y en a, bah, il y a une fiscalité. Hein. Donc il y en a, mais bon, aujourd'hui, on ne sait pas où c'est. Donc si on ne sait pas où c'est, on ne peut pas les trouver, ben, il n'y en a pas. Voilà. Alors, ils étaient atterrés, hein, les deux garçons, parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi, dans un schéma de pensée traditionnel, on ne pouvait pas accaparer cet actif. Donc, ils avaient la certitude qu'il existait. Et puis, le papa, il en parlait souvent de ces bitcoins, parce que c'était un peu son fait de guerre. Là. Il regardait les cours régulièrement. Mais il n'a jamais pensé, et je ne suis même pas sûr qu'il ait conservé, en fait, la clé cryptographique en comprenant comment ça marchait. Et donc, du coup, ben, il n'y avait pas grand-chose dans la succession. Il pensait avoir trouvé la poule aux œufs d'or, et puis ben, finalement, non. Alors j'ai un autre cas, ça c'est un romancier français, qui était un de mes clients, qui était installé au Canada, mais vraiment installé, hein, 17 ans, il s'était marié au Canada, et puis il est décédé au cours de l'année 2018, et depuis 7 ans, ses héritiers m'ont informé qu'il rédigeait ses œuvres que, alors ils m'ont dit un blog, alors je ne sais pas si c'était un blog, mais en tout cas sur un support dématérialisé, ils ignoraient le nom de ce support, et ils n'avaient aucun des identifiants, ni de sa boîte mail, ni de ses supports. Ils n'avaient aucune possibilité d'accès. Alors c'était un support américain, là par contre de source sûre, parce que sa femme nous a dit, ben, oui, il a utilisé un truc, c'était tout en anglais. Bon. Et ils ignoraient également s'il y avait des œuvres en cours. Alors en sachant que c'était pas neutre là non plus, hein, parce que ces droits d'auteur qu'il utilisait sous pseudonyme en 2017, ils avaient été de 175 000 $. Alors pour des romans, 175 000 $, ça commence à être des romans bien vendus. Hein. Et là, pareil, là, alors en plus au Canada, sur un support américain, avec quelqu'un qui vivait là-bas depuis 17 ans. Bon, inutile de vous dire qu'on était dans l'embarras. Alors sa femme nous a dit, ben oui, mais il faudrait contacter Gmail parce que je suis quasi certaine qu'on retrouvera ses identifiants dans sa boîte mail parce que j'ai le souvenir qu'il avait perdu son mot de passe, qu'il avait redemandé de la réinitialisation. Et c'est pareil, on n'avait pas les identifiants de la boîte Gmail. Et donc, aucun moyen, malgré nos multiples demandes et les multiples demandes de son avocat, de récupérer ces identifiants. C'est toujours en cours aujourd'hui. Je vous tiendrai au courant si ça vous intéresse, en espérant qu'un jour on aboutisse, parce que là aussi, il y a des enjeux économiques. Et puis, on a, c'est mon dernier slide, Nicolas est rassuré, des transmissions hasardeuses. Alors, les transmissions hasardeuses, c'est voilà, Madame X, qui vient m'interroger en octobre 2018 sur la possibilité de transmettre à ses filles au moment de son décès ses identifiants Facebook, ses identifiants Instagram, qui me précise que toute sa vie est sur Facebook et Instagram. Parce que mon adolescent à la maison de 14 ans ne comprend pas, parce qu'il me dit « mais Facebook, je ne sais même pas ce que c'est ». Ah oui, nous on utilise Facebook, les jeunes ils n'utilisent pas. Et elle, par contre, il y avait toute sa vie là-dessus. Et on a repris les conditions d'utilisation de Facebook ensemble. Je me suis dit, je ne suis pas sûr. Hein. Et effectivement, alors même si Facebook fait quelques progrès sur la transmission des éléments, mais dans les conditions d'utilisation de Facebook, non, c'est toujours pas prévu. Alors, je les ai reprises, mais il faut que je fasse vite. Et comme je ne suis pas très organisé, je sens Nicolas qui s'énerve. Donc on précise que pour utiliser Facebook, il faut utiliser toujours le même nom. Et celui que vous utilisez au quotidien. C'est écrit comme ça, hein, c'est les conditions d'utilisation. Fournir des informations exactes à propos de vous. Oui. Créer un seul compte et utiliser votre journal à des fins personnelles. Ne jamais partager votre mot de passe. Autoriser d'autres personnes que vous à accéder à votre compte Facebook. Ni transférer votre compte à quiconque.
Ah oui, alors ils ont beau faire plein d'efforts sur la transmission des données personnelles notamment, et sur la possibilité d'essayer de se conformer à la loi Le Maire notamment, sur les directives particulières et générales, mais quand on reprend les conditions d'utilisation, c'est écrit noir sur blanc qu'ils ne sont pas d'accord. Donc je pense que c'est un peu délicat. Alors après, ils peuvent le faire en douce. Hein. Ce que je disais, donner les identifiants dans un testament, hein. Après, ils feront comme ils veulent. Mais je ne suis pas sûr que Facebook soit tout à fait d'accord. Ouais, t'as raison. Ouais, c'est dommage. Maintenant qu'on sait qu'on peut tous venir à Saint-Paul-les-Trois-Châteaux pour venir t'interroger, chaque fois qu'on doit changer de box, là tu t'es trahi. Bon, je suis désolé de vous priver du dernier exemple, mais il faut qu'on tienne le timing. Merci beaucoup Mathieu.